Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le On Art, le podcast dijonnais qui te fait découvrir tout ce que tu dois savoir sur l'art et la culture. Dans l'épisode précédent, on avait Pierre Manceau. Il nous a parlé de son travail d'écriture et musique contemporaine, notamment la médiation. Si jamais t'as raté cet épisode, je te conseille d'aller l'écouter. On est dispo sur toutes les plateformes. Si vous êtes fidèle à notre podcast, vous devriez me connaître, mais sinon c'est pas grave. Moi c'est Parmida et aujourd'hui pour cet épisode, on a Tristan à la technique et on le remercie. Et Apo qui nous prend en photo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 invités super cool. Mathis Folis, Grishka Tchernyshov et Armand Louet. 3 artistes qui ont réalisé un très beau projet. Un jeu vidéo bourguignon, Sully-sur-Motte, entièrement en 3D, où 2 univers se rencontrent, celui de l'art et celui de jeux vidéo. Un travail numérique pour Mathis, un travail de personnage pour Grishka et un travail sonore pour Armand. Et le travail de communication fait par Chloé Hérault. Malheureusement, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je crois qu'elle nous écoute, enfin j'espère. Donc je lui ai dit bonjour de loin. Sully-sur-Motte, un projet fait maison, développé pendant les soirées. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Mathis, Grishka et Armand, comment allez-vous ? Salut, Salut, ça va. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Alors moi c'est Mathis Folis, donc je suis artiste et j'ai été diplômé des Beaux-Arts de Dijon en 2022. J'ai une pratique autour de l'art numérique, notamment avec de l'image de synthèse, de la modélisation 3D. Donc c'est un peu comme ça que j'en arrive au médium aussi du jeu vidéo. Moi c'est Grishka Tchernyshov, j'ai 28 ans. J'ai fait le même cursus que Mathis. Je l'ai fini 1 an plus tard. Dans ma pratique artistique, je fais surtout de la peinture et de la sculpture en utilisant le motif du chien principalement. Et moi, c'est Armand Louet, j'ai 31 ans. Pareil, on était dans la même école avec Grishka et Mathis. Moi, pour le coup, j'ai artiste-auteur aussi et j'ai plus une pratique installation, sculpture et enregistrement sonore. Et en gros, j'essaye de créer des paysages dans lesquels on peut évoluer et interagir. Donc il y a une partie sculpture, une partie son. Vous pouvez nous dire quelques mots sur votre projet Sully-sur-Motte ? C'est un jeu vidéo 3D. Un jeu d'aventure, surtout narratif. Il n'y a pas forcément de quoi à faire dans le jeu qui peuvent avoir une incidence sur la fin ou quoi. C'est vraiment des événements auxquels on assiste, des choses comme ça. On incarne un chien qui va travailler dans une usine productrice de saucisses. Voilà, et l'aventure, elle commence où on comprend que un collègue a eu un accident de travail et qu'il est malheureusement décédé. L'histoire, elle se construit là-dessus, sur un peu cette enquête qu'on fait en allant au boulot tous les jours, bien sûr. D'où vient l'idée de créer ce jeu vidéo ? Je crois que c'était l'envie. On se retrouve souvent le soir avec Grishka à travers les réseaux pour discuter en jouant aux jeux vidéo. Et à un moment donné, on s'est dit que ce temps de jeu, il pouvait peut-être être dédié aussi à de la création et qu'on pouvait, depuis nos ordinateurs, plutôt que jouer, créer un jeu. Et au début, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose de très simple, un peu bricolé, qui pourrait s'intégrer dans nos pratiques artistiques. Mais petit à petit, on a pris plaisir à le faire. Il y a une histoire qui s'est écrite, et il y a des personnages qui ont été construits, et un environnement. Et du coup, le projet, il a pris un peu plus d'ampleur, avec une écriture un peu plus profonde. Et c'est comme ça qu'on en arrive à un projet aussi complet que ce qu'il est actuellement. Et vous l'avez créé quand ? Ça a commencé il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, pas loin de 2 ans, je pense. Ouais, où c'était vraiment au début les premières maquettes. Et là, le jeu n'est pas encore fini d'être développé, mais on commence à arriver à une version presque finie. Et du coup, combien de temps vous a pris sa création ? On n'a pas compté les heures, et je crois, heureusement. Il faut pas qu'on compte les heures, sinon ça ferait trop peur. Enfin, après, c'est un peu par intermittence. Il y a eu toutes les périodes du début où on a énormément travaillé. On pouvait passer 8, 9, 10 heures par jour sur le jeu. Et puis après, vu qu'on doit aussi payer notre loyer et à manger, faut aller travailler. Donc, c'est en fonction de nos disponibilités. Donc, non, franchement, on se rend pas compte. On sait que c'est énorme. Au-delà du temps pour développer le jeu, il y a aussi tout un temps d'apprentissage où le logiciel qui permet de développer le jeu, moi je le connaissais pas énormément quand on a commencé, donc j'ai dû vraiment apprendre, regarder beaucoup de tutoriels. Et ça fait partie aussi d'une partie création qu'il faut prendre en compte dans le temps de développement. Et c'est vrai qu'à côté, on reste quand même artiste plasticien avec des actualités et d'autres choses à faire que d'être derrière l'ordinateur à travailler.
Dans celui sur mode, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe exactement, c'est que, comme a dit Grishka précédemment, on incarne un chien qui se retrouve à aller travailler dans une usine. C'est un peu un schéma routinier. Il passe des événements au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Et Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on on sait pas qu'est-ce qu'on peut dire vraiment pour que ça reste un peu non, attrayant. il y a en gros une grosse partie où on va à l'usine, où on se promène dans le village, où on découvre aussi son environnement. On a un appartement, on a des collègues, donc on apprend à les connaître, entre guillemets. Mais aussi, il y a des épisodes inattendus et un peu plus surréalistes. Et on est vraiment enfermé dans une sorte de boucle narrative où c'est les mêmes niveaux qui se répètent tout le temps. Mais il y a des jours où d'un seul coup il y a un élément de la boucle qui est un peu différent et c'est ça qui va mener un peu à de l'intrigue, des questionnements de pourquoi ce personnage il est là ou pourquoi alors que d'habitude après mon réveil matin je me retrouve en ville à aller prendre la voiture. Par là que passe l'intrigue, c'est un peu en cassant la boucle de gameplay. Est-ce que pour vous, cette routine dans le jeu représente notre société actuelle? Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est venu un petit peu de façon inconsciente, mais on aborde des sujets de l'aliénation par le travail. Tous ces aspects de la répétition machinale, le fait de devoir se lever à heure fixe, de faire exactement les mêmes choses tous les jours. C'est vrai qu'au début le projet à un moment donné il avait pris une direction où on commençait à construire une énorme ville un peu néo-Tokyo, plein de néons, plein de bâtiments. Et après, on s'est dit, mais en fait, on vient pas de là, il faut qu'on revienne sur notre réalité. Et notre réalité, c'est le bled de campagne où tout le monde va à la même usine et tout le monde a le même rythme un peu de vie parce que c'est cette grosse usine ou cette grosse entreprise qui fait tourner un peu tout le village, quoi. Et Autun, ça fait partie de ces villes-là. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de cette ville et de son architecture. Est-ce que vous êtes allé directement à Autun pour faire ce jeu vidéo? Alors moi j'ai vécu là-bas, donc il y a plein de choses qui étaient très claires dans ma tête au niveau de l'architecture de la ville, la grande cathédrale, les pavés au sol, etc. Après il y a plein de libertés aussi, hein. C'est pas aussi grand que la ville, ça correspond pas exactement, mais si on connaît la ville, il y a des choses qu'on reconnaît. Est-ce que vous avez aussi, vous, une forme de routine en tant qu'artiste dans votre vie? On essaye. Mais c'est pas facile, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, le rythme il est assez aléatoire. Il y a des mois où il va se passer énormément de choses et d'autres où on est un peu face à soi-même et il faut trouver un rythme. Donc c'est le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de routine et un peu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouvelles choses. Et en même temps, des fois, elle manque un peu cette routine, de pas savoir où on va et de ce qui va se passer. Ouais, ça demande une certaine rigueur. De se lever le matin quand t'as rien à faire. Voilà, quand t'as des périodes où tu trouves pas de boulot, quand t'as pas d'expo, quand personne t'appelle, faut réussir quand même à faire des trucs, quoi. Puis pas trop s'enfermer chez soi devant l'ordinateur. Après, c'est quand même agréable d'avoir juste des semaines qui se ressemblent pas tellement ou d'avoir une non-routine qui nous permet aussi d'être plus libre dans nos choix. Je sais pas, quand on travaille dans les vignes ou dans l'usine, c'est chiant, quoi. Tous les matins, tu vas tout le temps à la même heure, tu fais tout le temps les mêmes choses et au bout d'un moment, en fait, c'est pesant. Et puis, je sais que ça me correspond pas aussi. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on critique parce que la preuve dans le jeu, c'est plutôt péjoratif l'aspect de boucle, hein. C'est pas quelque chose qu'on met en avant et on est plutôt critique là-dessus. Comme on avait Joris dans le premier épisode, justement, il nous a expliqué que les artistes fuient un peu de cette routine de métro boulot dodo. C'est la tentative de fuir. C'est cette routine-là qui est un peu, c'est un peu une incitation à la fuir. C'est souvent les jobs désagréables, personne les fait pour le plaisir, quoi. C'est l'heure d'écouter aux musiques proposées par Grishka, Armand et Mathis. Acid for Nothing de 1200 microgrammes. C'est tout de suite sur Radio Dijon Campus. Oui, on est de retour, chers auditeurs. Vous n'étiez pas là pour voir, mais on danse toutes et tous sur la table de radio, n'est-ce pas? C'est vrai. Pourquoi il s'appelle Soulis-sur-Motte? C'est un nom qu'on a inventé. C'est un espèce de mélange de bribes de noms de villages qui sont autour de Dijon. C'est surtout inspiré Puis il y avait ce côté un peu souilly, vu qu'il y a beaucoup de chair à saucisse, de choses tachées, de trucs un peu gras. Dans le jeu, c'est le mot souilly, ça faisait référence au souillé, un peu ce linge un peu sale qu'on n'a pas trop envie de voir. Donc c'était ça, et puis voilà, c'était aussi
sur Motte. Le village, il est sur Oui. une petite colline. Donc dans le coin, il y a une église dans un village. C'est l'église de Vergy, l'étang Vergy, parce qu'il y a un étang, je suppose. Il n'y a pas d'étang. Et puis l'idée d'un nom de village, ça sonne bien et c'est un peu intriguant sans trop en dire non plus. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Même si j'en ai parlé un peu au début, vous pouvez nous expliquer le rôle de chacun d'entre vous dans ce projet? Ouais, du coup, moi je suis vraiment dans la partie sonore. Je crée les musiques qui sont liées à certains passages dans le jeu, les ambiances sonores, que ce soit les ambiances extérieures, intérieures, des bruits de porte, de frigo. Moi, j'ai principalement fait le design des personnages, leur modélisation en 3D, les animations, tout ce qui est les textures. Après, énormément de charabia techniques liées au logiciel, dont tout le monde se fout, mais aussi beaucoup sur l'écriture des dialogues et tout ce qui est la narration. Et moi, j'ai travaillé sur toute la partie du coup le logiciel d'implémenter tout ce qu'on modélise en 3D, l'implémenter dans le jeu, le rendre interactif. Du coup, travailler aussi sur les ambiances lumineuses et sur l'ambiance générale du jeu, que ça soit autant au niveau visuel qu'au niveau du gameplay, la vitesse de marche, comment on marche, la partie programmation et sur la modélisation aussi de beaucoup d'environnements, d'architecture et un peu du game design, des environnements, des paysages. Et après, oui, il y a toute une partie où on est quand même en échange assez régulièrement. On est au téléphone en même temps qu'on travaille. On se retrouve sur des périodes de sorte de petites résidences qu'on fait chez les uns, chez les autres, où on ramène tous nos ordis et ça permet d'échanger en direct sur ce qu'on est en train de faire. Et autant Armand fait de la musique, on va quand même avoir son avis sur le niveau qu'on est en train de produire. Est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce que tu rajouterais? Comment t'imagines toi la chose? Et inversement, les musiques, il nous les envoie et on en discute aussi. Armand, je viens vers toi. Dans ton travail personnel, tu dis qu'il ressemble à une nature transformée par l'activité humaine. Cette sensibilisation dans ton travail artistique, comment apparaît-elle en celui sur Motte? Vraiment en premier lieu avec les enregistrements que je propose. Donc je fais beaucoup de captations sonores dans la nature ou même dans les milieux limitrophes. Et ces enregistrements-là qui sont voués de base à être utilisés dans mes installations ou dans certaines vidéos que je peux produire, sont réutilisés pour créer les environnements en fait, du jeu. Mais après, tout ce qui est partie musique, c'est vraiment une autre chose, une autre recherche qui est plus liée à l'image et à l'ambiance générale des niveaux. Dans ton travail personnel, tu fais des installations sonores, n'est-ce pas? Oui, en gros, ma démarche, c'est d'essayer de récupérer des matériaux type ferraille dans des chantiers, en fait, où je vais demander directement si je peux prendre leur rebut. Ça m'intéresse vraiment de récupérer des choses qui sont vouées à être jetées. Et ces éléments-là, donc ces matériaux-là, ils sont aussi utilisés du coup pour construire des bâtiments. Et moi, j'aime bien ce petit truc de réutiliser ces matériaux pour moi construire mes propres installations, mes propres paysages. Et je parle de nature, mais je n'utilise que très rarement des éléments vraiment naturels comme des végétaux ou même des animaux morts, ou que j'invite quand même parfois, voire souvent, les gens à soit déambuler, soit toucher, soit jouer avec mes installations, ou moi je fais des concerts aussi avec mes propres installations. Est-ce que tu fais partie d'un collectif? Du coup, j'ai rejoint temporairement l'atelier White QB. En sortant de l'école, on avait créé aussi une association qui s'appelle Fuchsin. Et c'était vraiment pour nous aider et nous entraider à la fin de l'école des Beaux-Arts. Et si en actualité, on va faire une exposition à Grishka, à Bourbon-Lancy, merci, à Bourbon-Lancy, le 4 juillet. Et Mathis, comme tu le dis dans ton travail, tu explores la frontière entre le virtuel et la réalité. Est-ce que cette réflexion personnelle est présente dans le jeu? Initialement, c'était pas pensé comme ça et pas voulu. Après, comme on le disait tout à l'heure, il y a une sorte de réalité qui suinte un peu du jeu, de ce côté routine. Donc cette frontière entre réel et virtuel, là, elle est aussi un peu poreuse. Et en plus, au sein du jeu, il y a des choses où on sent qu'on sort de la réalité dans laquelle le chien est, donc le personnage principal. Donc là aussi, ça joue un peu sur la frontière de virtuel et réel. Et tu as une passion pour l'informatique, et ça vient d'où? J'aime ça, je joue avec les logiciels, en fait, vraiment, je m'amuse sur les logiciels à essayer de comprendre, à cliquer sur tous les boutons, voir ce que ça fait, si ça fonctionne pas, etc. Et puis, ouais, le fait d'apprendre un logiciel, c'est vraiment un plaisir. Et je crois que ça vient du fait qu'à une période, j'étais vraiment joueur de jeux vidéo et je passais du temps sur les jeux à jouer. Et que maintenant, mon nouveau jeu vidéo, c'est le logiciel. Et puis, l'idée, c'est aussi un peu de sortir de l'ordinateur parce que déjà dans ma pratique, où il y a une grande partie de réalisation, de modélisation 3D pour faire de la vidéo, plus le jeu vidéo,
Ça fait beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Et là, l'objectif, c'est un peu de sortir aussi de chez moi. Donc, j'ai la chance d'être membre de l'atelier White Cubi, où là, on a un espace extérieur, on a tout ce qu'il faut pour bricoler. Donc, dès que je peux, je vais là-bas. Et là, je vais plus travailler sur des installations ou des choses qui sont un peu plus manuelles. Et Grishka, je me tourne vers toi. T'as failli être viré de l'ENSAT de Dijon, mais c'est vrai? J'espère que c'est faux. Et il y a eu certaines rumeurs à des moments où des personnes voulaient me voir quitter l'école à cause d'une invasion de chiens sur les murs. Non, j'espère vraiment que ma scolarité n'a pas été remise en question pour des dessins au mur. Mais voilà, ça fait partie de ma pratique aussi, d'aller faire des petits dessins, des petites choses un petit peu partout, d'aller cacher ça. Il y a eu une expo qui s'est terminée la semaine dernière aux ateliers Vortex où c'était principalement ça. 90% de la production qui avait été faite sur place, c'était des dessins sur les murs. Au début, quand même, vraiment le tout début du projet, les premières fois où on s'est retrouvé avec Mathis et on a utilisé le logiciel, c'était pour essayer de faire un espèce d'espace d'exposition numérique dans lequel on aurait pu voir des dessins. Et c'est de là que tout est parti, les dessins sur les murs, quoi. Et pourquoi ce chien est toujours présent dans ton travail? Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour répondre à la question, mais non, mais le chien, c'est un peu une sorte de miroir sur l'humanité. Enfin, il est jamais vraiment toujours à quatre pattes dans mon travail. Il est toujours un petit peu humain. Il a des fois des mains, des organes génitaux humains. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas totalement un chien. Est-ce que tu as dessiné aussi d'autres personnages pour Sully-sur-Monte? Il y a des vélociraptors, des cochons, il y a des lapins. Et pour revenir sur les animaux, comme Grish qui disait qu'on des fois des formes humaines, dans le jeu, il y a un peu ça aussi, où il y en a qui vont être à quatre pattes, notamment le personnage principal, vraiment comme des animaux, et d'autres qui ont plus des dégaines d'humains. Et il y a un peu un jeu là-dessus aussi. Ouais. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour la création de ce jeu? On n'est pas professionnel, on n'a pas fait de formation pour faire du jeu, donc vraiment on a bricolé comme on sait bien le faire, parce qu'on est un peu quand même multifonction en tant qu'artiste, il y a plein de choses qu'on sait faire, ou en tout cas on a l'envie d'apprendre à le faire. Au début c'était très marrant, et on fait plein de choses, on expérimente plein de choses, de mettre des dessins sur des murs, de faire bouger des personnages, et à un moment donné on est confronté un peu à la réalité de ce qu'est d'être un réalisateur de jeux vidéo, et il y a des choses qu'on savait clairement pas faire, qui étaient problématiques à des moments où on a dû vraiment se creuser la tête pour trouver des solutions. Et à d'autres moments, c'est aussi bénéfique pour nous parce que ça crée des contraintes qui donnent un peu une direction au jeu. Où il y a des choses, on se dit, ça, on sait pas faire. Donc le jeu n'aura pas ça dans sa composition. Et ça donne un peu des directions à ce qu'on va réaliser. Et comment vous différenciez le Sully-sur-Monte par rapport aux autres jeux vidéo qui existent en tant qu'un travail artistique? Je pense qu'ils se séparent pas vraiment non plus. Je sais que par rapport à comment les jeux vidéo étaient produits plusieurs années en arrière, surtout sur la scène indépendante, il y a énormément de contenu très différent qui est proposé. Mais nous, là, c'était vraiment plus de se rediriger vers quelque chose de beaucoup plus narratif, à une échelle beaucoup plus petite, de pas avoir un jeu qui se fera en 50, 60 heures, mais plus se rapprocher d'un format de 2-3 heures, comme un gros film qu'on fait en une ou deux fois, dans des conditions plutôt agréables à la maison, se rapprocher plus du format cinéma que jeu vidéo, où il faut aller récupérer toutes les petites patounes contre la carte. Et puis il n'y a pas de gameplay vraiment dur où tu avances et tu tournes la caméra et tu cliques, quoi. Ouais, ça c'était vraiment aussi dans nos envies, quoi, que ça soit très accessible et pas forcément que ça vise pas un public de joueurs, et même des gens qui jouent pas peuvent se retrouver facilement, notamment. Et c'est là qu'on peut revenir sur les difficultés de réalisation, c'est que si on veut que ça soit accessible à tout le monde, il faut que ça tourne sur tout type de machine. Et là pareil, ça demande certaines compétences pour arriver à alléger au maximum le jeu vidéo pour qu'il fonctionne même sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer et qui a un ordinateur qui n'est pas dédié. Il y a des choses où on assume qu'on est aussi des bricoleurs. Il y a des choses où ça se voit que c'est un peu bancal, qu'il y a des objets qui s'interconnectent pas très bien, etc. Mais ça fait aussi partie de l'esthétique qu'on a voulu avoir, d'une sorte de jeu un peu rétro PS1, PS2, avec des lumières un peu mal calculées, des collisions qui sont un peu douteuses. Mais je crois qu'on l'assume entièrement, cette... Merci, maintenant c'est l'heure d'écouter une autre musique proposée par les créateurs de Sully-sur-Monte, Saucisson de cheval numéro 1 de Bobby Lapointe, c'est tout de suite sur 92 Porno.
Revenons à l'usine de saucissons à Sully-sur-Motte. Pourquoi vous avez choisi l'usine de fabrication de saucisses dans votre jeu? Initialement, je crois que ça vient d'une blague de un peu ces discussions qu'on peut avoir facilement autour de la politique et tout, et qui se concluent un peu facilement par de toute façon, on vit dans une société et on n'a pas le choix de faire ce qu'on fait, on est un peu contraint par ce système. Et ce truc de on vit dans une société, ça devient on vit dans une saucisse. Et c'est de là qu'on en vient à rendre la saucisse centrale et ce chien qui est pris dans le système, qui est pris dans la société et qui est en fait peut-être pris dans la saucisse. Donc c'est vraiment sur une blague qu'on part. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on diffuse la musique juste avant, là, qu'on écoutait, qui est drôle et qui parle de saucisse. Et notre jeu aussi se veut drôle et parle de saucisse. Je le spoil un peu, mais dès le début de ce jeu, on voit un saucisson qui tourne pendant 2 minutes. Bah, Il est beau. Voilà, Il est beau. c'est une belle saucisse qui tourne dans le vide intersidéral. Et voilà, c'est un peu du contemplatif, quoi. Et puis Oui. c'est aussi un sentiment d'étrangeté. Enfin, dans ces 2 minutes, on comprend pas au début. Enfin, ça commence par un très gros plan sur une forme étrange, rose, luisante. Et en fait, on comprend au fur et à mesure que c'est une saucisse. Et ça permet aussi d'introduire un peu le contexte dans lequel on va jouer, quoi. Sans dire Oui. quoi que ce soit. C'est la première scène où on se rend compte ok, il y a une saucisse et tout. Après, on arrive dans le jeu et on sait pas pourquoi il y a eu cette saucisse, mais on va la retrouver plus tard. Et on va... Il y a des liens qui se créent avec cette saucisse du début. Et c'est vrai que ça permet d'introduire dès le début, de dire On vit dans une saucisse. ouais, c'est ça. Il y a ça qui est en arrière-plan. Il faut garder en tête cette idée-là. Est-ce qu'il y a un lien avec ton travail personnel, Grishka? Aucun. Moi, je ne dis rien, mais vous pouvez aller voir son travail, vous allez comprendre pourquoi je dis. Et cette volonté d'aller creuser pour apprendre à faire un nouveau projet en profondeur que vous n'aviez jamais fait dans votre vie, elle vient d'où? Je crois que c'est ça qu'on nous a appris à faire quand on arrive aux Beaux-Arts. Il y a un peu de ça, quoi. On va toucher à tout, on va expérimenter plein de choses et c'est un peu cette curiosité qui est amenée à être travaillée. Et après, c'est à l'envie, quoi. Il y a un jour, on veut faire de la céramique, on prend un pain de terre et on essaye, quoi. Et le lendemain, on veut faire du jeu vidéo et la fois d'après, on veut apprendre à souder et on apprend. Et comme je disais tout à l'heure, on bricole un peu avec tout ça. On n'est pas forcément spécialisé dans aucun domaine, mais on arrive à toucher à tout, quoi. Et puis c'est surtout voilà, en tant que joueur ou joueuse, arrive forcément un moment où on a envie de savoir comment c'est fait. Et vous jouez quoi comme jeu vidéo souvent ensemble? On joue à énormément de choses très différentes. Ça peut être des jeux de survie dans un monde ouvert comme Minecraft. Ça peut être des jeux de combat en ligne, style League of Legends, des jeux de cartes. C'est surtout une occasion de se retrouver. Enfin, je pense aussi que ça a été beaucoup mis en avant parce qu'on a vécu le Covid aussi. On était enfermés chez nous et ça a été à ce moment-là un des seuls moyens d'avoir une sociabilité concrète. Et on se retrouvait déjà beaucoup avant quand même. Ouais. Là, c'était vraiment beaucoup plus intense pendant le Covid. Et même maintenant, enfin, je sais que l'hiver, quasiment tous les soirs, on se retrouve sur Discord. Puis même des fois, on joue pas, on papote. Il y a même des périodes où on jouait pas au même jeu et chacun joue dans son coin, mais on est quand même dans une discussion vocale ensemble où à un moment donné, on va faire une pause, discuter, lancer un autre jeu ensemble, faire une petite partie, repartir sur autre chose. Où il y en a un qui va bosser sur le jeu vidéo pendant que l'autre joue lui au jeu. Enfin, on est chacun un peu à notre rythme. C'est comme si on se retrouvait dans une espèce de colloque virtuel au téléphone, quoi. Et finalement, la question importante, où on peut trouver ce jeu? Est-ce qu'il est terminé? Il est pas fini. Il va pas être fini tout de suite, normalement. Il y a une démo qui est Ouais. disponible. Ouais, il y a une démo qui est disponible sur le site itch.io. C'est gratuit, il suffit juste de télécharger le fichier .rar qui est sur la plateforme et Et la page dédiée. C'est en gros une plateforme de jeux indépendants. Et donc aussi, vous pouvez retrouver plein de jeux de gens comme Ouais. nous. Ouais. Donc c'est cool. Il y a Le des jeu payants, il y a est- des gratuits. Le jeu est seulement disponible sur Windows pour le moment. On travaille pour la sortie Mac, mais c'est plus compliqué que prévu. Mais pourquoi?
C'est une histoire de support où je pensais que depuis un ordinateur Windows, je pouvais faire un export pour Mac et il s'avère qu'il faut un Mac et qu'un Mac ça coûte cher et que je vais pas acheter un Mac juste pour sortir le jeu sur Mac. Donc on cherche des personnes qui ont du matériel un peu disponible parce que faut quand même qu'on y revienne à plusieurs fois pour faire un export correct. Et, euh, et on a contacté tous nos amis et on cherche toujours un Mac, mais ça va bientôt arriver. Ouais. Donc, chers auditeurs, si vous pouvez les dépanner, n'hésitez pas. Merci Armand, Grishka et Mathis pour Merci cet à toi. épisode. Merci d'avoir accepté de participer. Merci à toi. Ouais, c'était un plaisir, Beaucoup. merci. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes, nous nous appelons Onar. Vous pouvez nous retrouver partout ainsi que sur Instagram, onar-asso. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour un autre épisode. Au revoir. Salut. Salut.